En 1987, Henry Kravis doit prendre une décision difficile. Jerry Kohlberg a été le mentor le plus important d'Henry. Il a accueilli le jeune diplômé Henry dans son équipe chez Bear Stearns. Il a encadré Henry et a facilité sa rapide ascension dans les rangs chez Bear Stearns. Et il a initié Henry aux investissements bootstrap, qui seraient plus tard connus sous le nom de leverage buyout. Mais Jerry Kohlberg se dresse désormais entre Henry et la plus grande opération leverage buyout de l'histoire, RJR Nabisco. Une opération si spectaculaire qu'elle serait plus tard représentée dans des films et au cinéma. Cette opération irait à l'encontre de toutes les valeurs commerciales et éthiques que défend Kohlberg. Mentor de longue date ou méga affaire, Henry a déjà pris sa décision. S'il y avait un roi du capital investissement, ce serait Henry Kravis. Henry est un véritable pionnier. C'est un innovateur et unicorne. Comme Morgan, comme les Rockefeller. Pour les jeunes ambitieux, le secteur du capital investissement est l'un des secteurs les plus prestigieux où travailler. Et Kravis a façonné cette industrie à lui seul comme personne d'autre. Si tu as un espoir, une conviction et un rêve, poursuis-les. Peu importe quoi. Et il a suivi ses rêves, parfois avec l'efficacité impitoyable nécessaire pour arriver au sommet. C'est un combattant, un vrai compétiteur. La biographie d'Henry offre de nombreuses leçons, d'autant plus qu'aujourd'hui encore, à un âge avancé, il poursuit des projets ambitieux dans le monde des affaires. Henry était à l'avant-garde dans les années 80 et l'est toujours aujourd'hui. Il reste au sommet. Kravis est né dans une famille juive à Tulsa, dans l'Oklahoma. Tulsa a longtemps été surnommée la capitale mondiale du pétrole au XXe siècle. Les profits du pétrole durant la Grande Dépression ont permis à la ville de mieux résister que la plupart des autres villes américaines dans les années 1930. Non seulement cela entraîne un énorme boom de la construction à Tulsa, dans le style art déco populaire, mais cela rend aussi le père de Henry, Raymond Kravis, extrêmement riche. Son père est un ingénieur pétrolier et entrepreneur prospère de Tulsa, et il est des mêmes partenaires commerciaux de Joseph P. Kennedy. Tout est or noir. Le père de Henry fait fortune pour sa famille. Cela a un effet significatif sur Henry. Bien sûr, il grandit dans une situation confortable et n'a pas à se soucier de l'argent, mais il y a autre chose, un désir ardent au plus profond de lui qui pousse Henry à vouloir travailler plus dur que n'importe qui, et surtout plus qu'une personne en particulier. En tant qu'homme ayant eu un père très prospère, il voulait montrer qu'il était tout aussi réussi que son père. Henry fréquente le collège privé d'arts libéraux Claremont McKenna College, également connu sous le nom de Claremont McKenna College. À cette époque, le Claremont McKenna College est encore réservé aux garçons, expliquant sans doute pourquoi Henry se concentre sur l'argent et le pouvoir. Parce qu'avoir grandi dans les années 60 a contribué à façonner la grande vision qu'il a pour sa vie. C'était une décennie de bouleversements sociaux, politiques, économiques et culturels. J'ai compris que ces changements rapides et perturbateurs pouvaient m'aider à voir qui j'étais et qui je devais devenir. Sa première expérience professionnelle l'emmène à New York. Après l'école, je prenais ma voiture du Claremont Men's College en Californie jusqu'à New York, où je travaillais à Wall Street. Là-bas, il choisit des actions à une époque où la dégénérescence de Wall Street existait déjà, mais n'était pas encore numérisée par des innovations comme le trading d'options par des novices sur Robinhood ou le shitposting sur Wall Street Bets. Il y a deux types de personnes dans ce monde, les gens d'action et les universitaires. Henry est un homme d'action et il n'aime pas passer du temps à l'université. Merde à l'école et à ces conneries, c'est quoi ce bordel ? Néanmoins, après son séjour à New York, son père le convainc de retourner à l'université pour avoir au moins un tampon de la Ivy League sur son curriculum vitae. École de commerce de Columbia. Tu dois comprendre, il y a eu très peu de fois où j'ai suivi les conseils de mon père, mais cette fois, je suis ravi. Pour avoir écouté mon père et être resté à Columbia, cela m'a beaucoup appris sur l'investissement axé valeurs et la finance. Avec un Master of Business Administration de la Copenhagen Business School, obtenu en 1969, Henry a terminé les distractions académiques et s'apprête à prouver son génie de l'action, fraîchement diplômé de l'école de commerce. Son premier emploi à temps plein est chez Bear Stearns à New York. La banque d'investissement semble être dans l'acide désoxyribonucléique des Kravis.
Le cousin d'Henry, George Roberts, obtient également son diplôme en 1969 et il rejoint aussi Bear Stearns à peu près en même temps qu'Henry. Ils sont tous les deux affectés à l'équipe du directeur financier d'entreprise, Jérôme Kohlberg. Jérôme Kohlberg travaille chez Bear Stearns depuis 1955, soit déjà environ 15 ans quand Henry et George arrivent. Dirigeant chevronné avec des diplômes comme un Master of Business Administration de Harvard et un Bachelor of Laws de Columbia, Kohlberg devient le responsable du département de finances d'entreprise. Jérôme est donc le mentor idéal pour Henry et George. À ce moment-là, cela n'est pas évident, mais Bear Stearns va devenir le terreau d'un des trios les plus influents de l'histoire de la finance. Dans les années 70, ce qui va devenir l'industrie du capital investissement en est à ses débuts. Aujourd'hui, en dehors des cercles financiers, beaucoup de gens ne réalisent pas l'influence de l'industrie du capital investissement, mais les ambitieux disciples de Kevin John, communément appelés les Baby Silverbacks, ainsi que d'autres non-bêta, savent que l'industrie du capital investissement exerce une influence massive sur le monde qui nous entoure. C'est pourquoi, chaque année, des centaines de milliers de jeunes ambitieux rêvent de rejoindre un fonds de capital investissement à l'avenir. Quand j'étais à l'école de commerce, au lycée Fernet, il n'y avait rien de plus sexy au monde que le capital investissement. C'est exactement là où il fallait aller si tu voulais un jour posséder une île. Et l'un de mes camarades de classe vient justement d'acheter une île. Comme souvent, Tanta, il y a une grande raison pour laquelle le triumvirat de Henry, George et Jérôme a pu lancer cette industrie massive. Le timing. Le capital investissement, ce n'est pas compliqué. La meilleure façon de comprendre le capital investissement est d'imaginer quelqu'un qui achète, rénove, puis revend une maison. Ce n'est pas de la science-fiction, mais tout change quand Henry entame son ascension vers l'Olympe des titans du business. Les investisseurs achètent des entreprises et prennent des participations minoritaires dans des sociétés privées depuis la révolution industrielle. Les banquiers d'affaires londoniens et parisiens ont financé l'industrie dans les années 1850. Pendant la révolution industrielle au XIXe siècle, certains investisseurs achetaient et restructuraient principalement des entreprises de chemin de fer, de télégraphie et d'acier. Historiquement, le capital investissement ressemblait plus au capital risque, l'argent allant surtout aux jeunes entreprises et start-up. Jusqu'à ce qu'un événement révolutionnaire se produise. Le président Eisenhower a signé la loi sur les petites entreprises en 1958. Cela a permis aux sociétés de capital risque privées d'obtenir des prêts gouvernementaux et d'utiliser leurs avoirs pour accorder des prêts plus importants. Dans les années 1960, peu avant que Henry, George et Jérôme ne bouleversent les choses, une forme de capital investissement a lentement émergé. Et il n'y avait pas de fonds à cette époque, peut-être quelques fonds de capital risque, c'est tout. Ces fonds de capital risque ont créé des sociétés en commandite pour détenir des investissements où les professionnels de l'investissement étaient commandités, et les investisseurs, des commanditaires passifs, limited partners, apportaient le capital. La structure de rémunération encore utilisée aujourd'hui est également apparue. Par accident, comme l'explique Henry. Alors approchons 8 personnes et voyons si elles accepteront de nous donner 50 000 $ chacune et d'accepter de faire cela pendant 5 ans. Puis nous leur avons donné l'option que si nous trouvions une entreprise, nous viendrions d'abord vers eux et ils pourraient investir, et eux, mais s'ils le faisaient, nous voulions 20% des bénéfices. C'est comme ça que ces 20% ont commencé. Nous l'avons juste choisi au hasard. Ça aurait pu être 25% ou 15%. Henry et George allaient ensuite amasser des milliards d'actifs sous gestion et devenir milliardaires grâce à cette nouvelle structure de rémunération de 20. Mais d'abord, ils avaient besoin que Kohlberg leur explique comment faire. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, Kohlberg, aux côtés des dirigeants de Bear Stearns, a commencé à conseiller une série d'investissements qui seraient plus tard connus sous le nom de leverage buyout. Ce n'était pas comme ça qu'on appelait ça à l'époque. On appelait ça des acquisitions autofinancées. Leur acquisition d'Orkin Exterminating Company en 1964 est vue comme l'une des premières grandes opérations de rachat avec effet de levier. Kravis et ses confrères créent une série de sociétés en commandite, comme mentionné précédemment, pour acquérir ces différentes entreprises. Dans la plupart des cas, ils investissent 10% du prix d'acquisition avec leurs propres fonds et empruntent le reste auprès d'investisseurs en émettant des obligations à haut rendement. Et nous avons probablement acheté 7, 8 ou 9 entreprises différentes
au début des années 70, ce qui a abouti à la plus grande acquisition réalisée par Bear Stearns en 1975. Il s'agissait d'une entreprise appelée Income International et c'était le groupe de sociétés de composants industriels de Rockwell. Nous avons payé 92 millions de dollars pour acheter cette entreprise et Bear Stearns a reçu leur plus gros honoraire à ce jour, 950 000 dollars en 1975. Kravis rapporte des millions à la société et Bear Stearns valorise les grands performeurs comme lui. Nous venions d'une entreprise très individualiste. Il devient associé à 31 ans. Quelque chose qui est presque impossible dans des circonstances normales. Et Kravis commence à rêver de plus en plus grand. C'est là que les mégalomanes se distinguent des ambitieux ordinaires. Ils ne sont jamais satisfaits. Et cela mène à un conflit majeur. Kravis et ses collègues préparent un plan pour booster leur carrière. En 1976, ils préparent plusieurs propositions pour lever un fonds d'acquisition dédié sous l'égide de Bear Stearns. Cela leur donnerait encore plus de levier pour conclure de grandes affaires, tout en conservant la sécurité qu'offre le fait de travailler pour une institution aussi massive que Bear Stearns. Ils approchent le partenaire directeur de Bear Stearns, Cy Lewis. Alors nous sommes allés le voir et nous lui avons dit que nous aimerions nous concentrer sur le capital investissement et que nous aimerions donner à Bear Stearns la moitié des parts de ce nouveau véhicule que nous allons créer au sein de Bear Stearns et que nous garderions l'autre moitié des parts. Et par chance, il a immédiatement dit « Non, cela ne nous intéresse pas. Vous êtes avec nous ou vous partez. » Cy, directeur général de Bear Stearns, meurt 2 ans plus tard, le soir de sa retraite, en ouvrant son cadeau de départ, une montre PRJ en or. Le trio a déjà pris sa décision. Ils vont essayer de lever leurs propres fonds. Le nom serait composé de leurs initiales et allait façonner l'histoire de la finance comme peu d'autres institutions l'ont fait. KKR. En 1976, les 3 hommes créent leur société, Kohlberg, Kravis et Roberts, avec leur capital de départ, assez limité. Nous avons commencé avec 120 000 dollars. J'ai mis 10 000 dollars. Georges a mis 10 000 dollars. C'est tout ce que nous avions. Nous n'avions pas plus que ça. Jerry avait un peu d'argent et il a mis 100 000 dollars. Peu d'argent, donc ils ont une grosse pression pour que leur première affaire fonctionne. En avril 1977, en utilisant principalement de l'argent emprunté, ils décident m'en-sort-il d'acheter un fabricant de petites suspensions de camions, AJ Industries. Prix d'achat 25,6 millions. 8 ans plus tard, ils vendront l'entreprise pour 75 millions de dollars américains. En 1978, KKR sollicite davantage de fonds à gérer sur le marché. Ils proposent leur premier fonds, Leverage Buyout de 30 millions, aux investisseurs institutionnels à la recherche d'investissements alternatifs hors marché. Le document d'offre suggère des rendements dans la fourchette de 30 à 40%. La vente des fonds est le travail de Henry Kravis. Il rassemble de fidèles partisans, surtout dans le Nord-Ouest, où les fonds de pension de Washington et de l'Oregon comptent parmi les premiers investisseurs. Henry réussit. Avec un fonds Leverage Buyout de 30 millions en poche, Henry, George et Jerry sont prêts à conquérir Wall Street. Ce qu'ils ne savent pas à ce moment-là, c'est que tous les 3 ne travailleront pas ensemble très longtemps. Et l'argent l'emportera toujours sur l'amitié. Mais d'abord, il faut conclure l'affaire. Le trio bouleverse la finance avec des affaires grandissantes et des risques croissants. Le 4e fonds, Leverage Buyout de KKR, est vendu pour $1 milliard en 1984. Les Leverage Buyout peuvent se faire avec des fonds propres représentant environ 10% du coût d'acquisition. Cela indique qu'à ce stade, KKR a accumulé un pouvoir d'achat sur le marché de plus de 14 milliards de dollars. KKR est désormais officiellement le gorille dominant dans le secteur des Leverage Buyout et leur acquisition du raffineur de sucre Amstar en 1984 est un exemple brillant de la manière de gagner des sommes d'argent ahurissantes grâce au Leverage Buyout. Si vous aimez les chiffres, la prochaine minute va vous plaire. Dans l'affaire Amstar, seulement 52 millions de dollars américains sur les 465 millions du prix d'acquisition sont en fonds propres et seulement 830 000 dollars américains, soit 1,6% des fonds propres, sont apportés personnellement par Henry et ses 2 amis.
Le reste provient de leurs fonds. Une société de capital investissement de Merrill Lynch rachète Amstar 3 ans plus tard. Profit total de la transaction, 232 millions de dollars américains. Cela équivaut à un rendement composé d'environ 80%. KKR perçoit une commission de 20%, soit 46 millions de dollars, plus une plus-value de 1,6% du bénéfice, soit 3,7 millions de dollars américains. Mais ce n'est pas tout. KKR facture des frais de banque d'investissement d'environ 1% du prix d'achat et encore 1% du prix de vente. Et enfin, les 52 millions de dollars américains investis dans l'Amstar Equity sont gérés par les fonds KKR pour des frais de gestion de 1,5%. Sur un investissement de 3 ans de moins d'1 million, ces frais donnent à KKR un rendement cumulé de près de 62 millions de dollars américains. Et cette opération ne représente qu'un 50e de la taille du colosse RJR Nabisco 4 ans plus tard. Si vous voulez approfondir la dynamique des opérations leverage buyout et comprendre comment les sociétés de capital investissement finissent toujours par s'en sortir, je vous suggère de lire L'anatomie d'un leverage buyout effet de levier, contrôle et valeur d'Aswat Damodaran. J'ai déjà publié le PDF dans notre communauté Discord pour les personnes ambitieuses qui souhaitent bâtir une carrière aussi impressionnante que celle de Henry Kravis. Une autre raison pour laquelle les leverage buyouts fonctionnent si bien, c'est parce que nous, les humains, aimons tellement l'argent. En tant que président-directeur général gagnant 1 million par an, seriez-vous prêt à sacrifier sans scrupule des emplois pour gagner des dizaines ou centaines de millions de plus? Tout Bateman raisonnable le ferait. C'est simple, prenez votre bloc-notes, voilà comment ça marche. Les leverage buyouts impliquaient souvent une prime par rapport au dernier prix de vente de l'entreprise cible. Cette prime devait être généreuse pour convaincre la direction des entreprises cibles. La vérité, c'est que beaucoup de présidents-directeurs généraux ambitieux auraient adoré vendre leur entreprise à KKR pour une grosse somme d'argent, puis rejoindre KKR en tant que président-directeur général d'une nouvelle équipe de direction sous leverage buyout qui partagerait 20 ou 30% des nouvelles actions de la société. L'entreprise réorganisée fonctionnerait uniquement en numéraire pendant 6 à 7 ans tout en remboursant sa dette. Une fois l'entreprise redevenue publique, elle aurait peu de dettes, des bénéfices élevés et une direction efficace et motivée. Les actions que la direction avait achetées pour presque rien pourraient alors être évaluées à des millions, voire des centaines de millions de dollars. En 1986, Henry et George réinventent une fois de plus le secteur des leverage buyouts et prennent plus de risques que jamais. KKR rachète une entreprise appelée Beatrice Foods pour 6,7 milliards de dollars américains. Mais il y a une grande différence cette fois-ci, la direction de l'entreprise n'est pas d'accord avec l'accord. Et Henry veut financer partiellement l'accord grâce à la vente publique de 2,5 milliards en obligations pourries. C'est la première fois que les obligations pourries et les leverage buyouts sont liés, et Jerry Kohlberg n'aime pas ça. C'est contraire à certains de ses principes fondamentaux. Kohlberg préfère des accords cordiaux pour obtenir le soutien de la direction. Henry n'hésite pas à mener des prises de contrôle hostiles d'entreprise. Kohlberg n'apprécie pas payer cher pour les entreprises qu'il acquiert. Henry est prêt à payer tout ce qu'il faut, y compris dans le cas de Beatrice Foods. Kohlberg s'oppose à l'idée de contracter trop de dettes. Henry accepte d'être très endetté, comme de nombreux traders de Robinhood. Au final, Henry obtient ce qu'il veut, mais avec d'énormes conséquences. L'entreprise a une dette si élevée que le rendement de l'opération pour KKR est inférieur à la moyenne. Un problème plus grave subsiste. La relation entre Kohlberg et les cousins Henry et George est sérieusement compromise. L'impensable est sur le point de se produire. Tout chaton grandit en chat. Il semble si inoffensif au début, petit, silencieux, lapant leur soucoupe de lait. Mais une fois que leurs griffes deviennent assez longues, ils font couler le sang, parfois, de la main qui les nourrit. Pour ceux d'entre nous qui gravissent les échelons de la chaîne alimentaire, il ne peut y avoir aucune pitié. Il n'y a qu'une seule règle. Chasser ou être chassé. En 1987, Kohlberg part. Aujourd'hui, une entreprise se nomme Kohlberg Company. Elle compte environ 60 employés avec une valeur totale de transactions de 30 milliards de dollars américains. Bien que la valeur moyenne des transactions par employé ne soit pas mauvaise, une chose est très évidente.
Cette entreprise est bien plus petite et moins connue que KKR. C'est comme comparer la NBA à la Women's National Basketball Association, même sport, oui, mais des niveaux différents. Kohlberg et compagnie a été fondée par Jerry Kohlberg. Henry et George ont beaucoup appris de Jerry, mais à ce stade, ils l'ont dépassé. Ce qui était autrefois un mentor important n'est plus qu'un simple collègue avec des opinions opposées sur la stratégie de KKR. En 1987, Kohlberg part et fonde sa propre entreprise, apparemment avec pas mal de drames. Ce que Henry ne sait pas, c'est que le plus grand drame de sa carrière est sur le point de commencer. Je n'ai jamais pensé que c'était si important quand nous avons fait l'offre. J'ai compris l'ampleur de la chose seulement après mon réveil, une fois l'achat fait. La célèbre affaire RJR Nabisco est la plus grosse transaction de cette époque. C'est l'exemple parfait de la cupidité des entreprises et dirigeants ayant inspiré le livre et le film Les barbares à la porte. La plupart des principes sont fondamentaux de Jerry Kohlberg en matière de transactions ont été bafoués lors de cette affaire, en particulier celui concernant le fait de payer trop cher, et son avis n'a plus d'importance désormais. RJR Nabisco Inc. est un conglomérat américain qui commercialise tabac et produits alimentaires. En 1988, son président-directeur général Ross Johnson lance la plus grande bataille des rachats, par effet de levier, en essayant de racheter la société fabricante des crackers Ritz, biscuits Oreo et cigarettes Winston via la direction. Le lendemain, l'action est passée de 52 à 77 $, comme vous pouvez l'imaginer. Avec Shearson Lehman Hutton Inc., Ross propose une première offre de privatisation à 75 $ l'action. Henry n'est pas content du fait que Ross essaye de se lancer dans le secteur des leverage buyout. L'idée qu'une telle opération se fasse sans le consulter, c'est comme si un gouverneur de Géorgie intervenait dans le processus de paix au Moyen-Orient. Comment George W. Bush le prendrait-il? Personne d'autre ne peut conclure ce genre d'affaires. Ce sont les miennes. Le conseil d'administration de l'entreprise doit approuver l'offre du président-directeur général Ross, mais ils ne sont pas impressionnés. Henry Kravis peut ainsi séduire le conseil d'administration et les actionnaires avec une offre plus généreuse. Mais KKR n'est pas le seul enchérisseur. Une série féroce de négociations et de propositions s'ensuit, impliquant presque tous les grands acteurs du capital investissement de l'époque, y compris Morgan Stanley, Goldman Sachs, Salomon Brothers, First Boston, Wasserstein, Pirella, Forstmann Little, Shearson Lehman Hutton et Merrill Lynch. Après l'intervention de Shearson Lehman Hutton et Ross Johnson, presque toutes les grandes firmes de Wall Street impliquées dans les fusions et acquisitions lancent des offres frénétiques à la dernière minute, dans un brouillard d'informations incomplètes ou trompeuses. La loi de Murphy, quelque chose va mal tourner. Les choses ne se passent jamais exactement comme prévu. Donc, il faut laisser de la place à la possibilité que les choses ne se passent pas exactement comme vous l'espériez ou comme vous l'aviez prévu. Nous l'avons intégré dans la structure de capital. Au final, il ne reste plus que 2 enchérisseurs pour acquérir l'entreprise et la retirer de la cote. Ross Johnson, soutenu par Shearson, et Henry, représentant KKR. L'offre finale de Ross est de 112 $ américains par action. L'offre finale de Henry est de 109 $ américains par action, un peu plus basse. Ross Johnson va-t-il voler l'affaire à Henry? Les offres étant similaires, le conseil d'administration souhaite choisir un acquéreur qui apportera de la valeur à l'entreprise. Dans le cadre de leur offre financière, les 2 parties ont proposé des billets à taux variable. Pour départager les 2 soumissionnaires, les banquiers de RJR Nabisco demandent à chacun s'il accepterait d'ajuster les taux d'intérêt en fin d'année si les obligations ne s'échangent pas à leur valeur nominale, augmentant ainsi le taux futur selon le marché ou d'autres facteurs. Le camp de Ross Johnson refuse de le faire et KKR accepte. Pas de dette, pas de risque, aucun prix n'est trop élevé, cela aide. Quand ils ont passé de 8 heures du matin, à peu près quand nous nous sommes présentés devant le conseil, jusqu'à 7 heures du soir à débattre, vous savez, s'ils voulaient accepter l'offre de Ross Johnson Shearson ou s'ils voulaient accepter l'offre de KKR. Et j'ai ressenti un immense soulagement. Quand ils sont sortis et ont dit d'accord que vous avez gagné. KKR gagne, mais maintenant la vraie pression commence. En ce cas, ça devait marcher parce que tout est passé au microscope et tout le monde en Amérique attend que ça échoue. L'accord suscite une grande publicité.
Qu'il le veuille ou non, soudainement Henry Kravis devient le protagoniste de la plupart des émissions financières et des journaux. Mais il s'avère qu'il n'a gagné qu'une petite bataille. Il est sur le point de perdre la guerre. N'importe quel imbécile peut acheter une entreprise, il suffit de payer assez. C'est la partie facile de faire un investissement, c'est la partie facile. La partie difficile, c'est ce que vous faites de l'entreprise. Comment créez-vous de la valeur et rendez l'entreprise plus efficace? Kravis sollicite Louis Gerstner, président d'American Express, pour diriger après l'accord. Monsieur Johnson part avec une indemnité que certains estiment à plus de 50 millions de dollars. Il apparaît plus tard à la une du magazine Time en 1988, avec pour titre « Un jeu de cupidité ». Un an après, les clauses de réinitialisation des obligations s'appliquent et RJR Nabisco, à court de liquidités, doit y faire face. Pour ce faire, la plupart des obligations sont rachetées grâce à des liquidités fournies directement par les fonds KKR. Cela réduit fortement leur participation et leur effet de levier. L'accord ne s'améliore jamais ensuite. Il y a des efforts remarquables de restructuration financière et de réduction de la dette de la part de la direction de l'entreprise. Mais les gains sont annulés par les pertes continues dans les guerres du tabac de plus en plus intenses. Et c'est pourquoi je dis toujours, on ne doit pas se féliciter lors de l'achat de l'entreprise, mais quand on a créé bien plus de valeur avec l'activité. Et en 1991, une autre tragédie frappe Henry alors qu'il essaie de sortir RJR de sa spirale négative. Harrison, son fils de 19 ans d'un précédent mariage, meurt dans un accident de voiture. Sa vie n'a pas été facile. Sa vie personnelle a été marquée par un fort sentiment de tragédie. Perdre son fils, on peut essayer d'imaginer, mais on ne peut pas vraiment comprendre. 2 ans plus tard, quand Kravis divorce de Caroline Rome, sa femme depuis 7 ans, les tabloïds s'en donnent à cœur joie. Il se remarie avec Mary Jo Drew, une philanthrope et économiste bien connue. En 1995, les procès contre l'industrie du tabac et la guerre des prix des cigarettes ont fortement réduit les revenus de RJR, entraînant un rendement annuel inférieur à 1%. Selon KKR, il n'est plus rentable de conserver RJR, ils vendent donc leur participation. Et l'une des batailles les plus célèbres de Wall Street, l'acquisition de RJR Nabisco, est terminée. Vous demandez si l'affaire RJR représente la plus grande réussite de Wall Street. Je ne pense pas que quelqu'un la qualifierait ainsi. Je pense qu'au contraire, certains diraient que c'était son pire moment, son heure la plus basse, la plus humiliante, un moment où toutes les choses, tous les stéréotypes que l'Amérique traditionnelle croit à propos de Wall Street, à savoir qu'elle agit par égoïsme et cupidité, semblaient tellement évidents pour le reste du pays. Dans les années 90 et début 2000, le parcours de Henry demeure chaotique. À la fin des années 90, nous avons commencé à faire beaucoup d'erreurs, achetant quelques entreprises technologiques, mais pas Internet. Nous avons aussi acheté une entreprise dans le secteur des salles de cinéma appelée Regal Cinemas. Nous avons investi 500 millions de dollars et notre partenaire Hicks Muse a investi 500 millions de dollars. Et nous avons perdu notre argent. Travis et Robert savent qu'ils doivent se ressaisir. Le silence tombe chez KKR. George et moi avons décidé de changer notre façon de faire des affaires. Nous devons nous éloigner d'une approche purement transactionnelle et d'ingénierie financière pour aller vers des améliorations opérationnelles, vers l'excellence opérationnelle. Ce passage de l'ingénierie financière à l'excellence opérationnelle résonne dans toute l'industrie du capital investissement. Et après plusieurs années à affiner leur stratégie commerciale, Henry et George le feront à nouveau la une des journaux en 2006. Ils rachètent la chaîne d'hôpitaux HCA, évaluée à un montant colossal de 33 milliards de dollars américains. KKR a battu tous les records avec l'accord HCA en 2006. Ensuite, KKR a battu ce record avec l'accord TXU en 2007. Ils sont donc revenus avec force. Alors que HCOA, un accord que KKR réalise avec Bain Capital et Merrill Lynch, devient une opération très réussie générant des milliards pour les entreprises impliquées, TXU, le prochain record battu, est un désastre pour Henry et KKR. Tout va s'arranger. Lorsque les géants du capital investissement KKR, le groupe TPG et Goldman Sachs Capital Partners s'associent en 2007 pour faire une offre de 44 milliards de dollars pour TXU Corp,
Il ne prévoit pas la catastrophe que cette opération deviendra en seulement 7 ans. Ce qui s'avère être le plus grand rachat de l'histoire, dans le marché relativement stable des services publics d'électricité, deviendra la plus grande faillite non financière de l'histoire des États-Unis. À l'époque, le pari semble logique et le rachat, bien que coûteux, paraît relativement sûr. Mais quelque chose de terrible se produit. Le prix du gaz naturel chute. Les centrales à charbon d'Energy Future Holdings deviennent déficitaires et la dette de plus de 40 milliards de dollars pour sa privatisation pèse lourdement, entraînant la société vers le bas. En avril 2014, l'entreprise ne peut plus payer ses dettes et doit se déclarer en faillite. Même Warren Buffett, qui a fourni 2 milliards de dollars de financement par la dette pour l'opération, qualifie cela de grosse erreur. Et même si l'opération est un véritable désastre, KKR, TPG et Goldman Sachs Capital Partners ont tout de même réussi à retirer 560 millions de dollars en frais de conseil et de surveillance de l'entreprise depuis le rachat. Où est l'alpha ici? Où est le gain? L'alpha se trouve dans les frais. D'accord, voilà. Alors que cela représentait à la fois un désastre et une petite victoire pour KKR, l'affaire la plus excitante de Kravis, est venue d'un endroit où on ne l'aurait jamais imaginé. En 2008, alors que le monde subissait une crise financière, Kravis était chez Sotheby's, vendant un tableau d'Edgar Degas de sa collection pour 37 millions de dollars, un bénéfice de 9 millions de dollars par rapport à son achat initial seulement 10 ans plus tôt. Ce n'est pas un cas isolé. Kravis détient l'une des plus grandes collections d'art de Wall Street, et pas seulement pour le prestige. Remarquez que cette vente à 9 millions de dollars a eu lieu en 2008, la même année que la crise financière. Même après l'effondrement du marché, l'art ne réagit pas comme les autres actifs. En fait, il présente l'une des plus faibles corrélations avec les autres classes d'actifs. Encore plus faible que des entreprises comme l'action comme soit KKR. Donc lorsque les actions chutent, l'art peut ne pas suivre. On le constate. En 2022, malgré le pire début boursier en 50 ans, avec 13 000 milliards de dollars perdus, les ventes d'art ont atteint leur record au premier semestre, avec 7,4 milliards de dollars. Avec ses victoires et ses défaites à son actif, Henry a définitivement cimenté son statut de titan légendaire des affaires. Un véritable primus inter pares dans le monde du capital investissement, qui a rassemblé une armée des jeunes les plus brillants de Wall Street travaillant pour lui. Une chose que je veux que cette entreprise garde toujours, c'est le maintien de notre culture et de nos valeurs. Toujours recruter les meilleures personnes et donner à ces personnes une opportunité qu'elles n'auraient pas ailleurs. Avoir confiance en lui pour travailler avec eux et travailler en équipe. À ce stade, il convient de noter quelques enseignements tirés de Henry Kravis. Henry, avec sa structure faciale agressive, nous apprend qu'il ne suffit pas d'avoir l'air impitoyable, il faut aussi l'être. Le chemin du pouvoir est pavé d'hypocrisie. La route vers le pouvoir pavé d'hypocrisie est politique. Au bon moment de sa vie, Henry Kravis a su faire ce qui était nécessaire, pas ce qui était agréable. Se séparer d'hommes influents, augmenter le levier et les risques, ou licencier du personnel. Lors d'une interview, il reconnaît avoir répété la même erreur. Nous avons peut-être été trop lents à remplacer certains présidents directeurs généraux des entreprises que nous possédions. On continue de penser qu'il ou elle va beaucoup s'améliorer. Je peux vous dire assez clairement que ce que vous voyez au début, c'est à peu près ce que vous verrez à la fin. Vous pouvez aider un peu autour, mais les gens ne changent pas tant que ça. Je pense qu'aujourd'hui, nous progressons bien plus vite qu'avant. Efficacité impitoyable. C'est comme ça qu'on arrive au sommet. Une leçon importante pour tout gorille d'affaires en herbe qui regarde cette vidéo. Mais ce n'est pas tout. Kravis et Roberts disent que leur plus grand défi est de résister à la bureaucratie chez KKR d'une part, et de lutter contre l'arrogance de certains jeunes collègues d'autre part. Un cadre supérieur de KKR exigeait toujours d'avoir un piano à queue dans chaque chambre d'hôtel où il séjournait, quel qu'en soit le coût. Ce genre de pratique n'est plus toléré. J'ai une pancarte dans mon bureau. L'arrogance tue. L'arrogance maintient les aînés au pouvoir trop longtemps, alors qu'ils devraient céder la place à leurs successeurs. Henry ne veut pas refaire la même erreur. En juillet 2017, Kravis et Roberts ont annoncé leur remplacement progressif par Joseph B. et Scott Nuttall, nommés coprésidents et co-directeurs généraux pour gérer les opérations quotidiennes.
Ce plan de succession est mis en œuvre en octobre 2021 avec Kravis et Roberts qui quittent leur poste de co-directeurs généraux mais continuent en tant que coprésident exécutif. Cela garantira que KKR reste sur la bonne voie. Et je ne saurais vous dire, en particulier aux jeunes qui sortent de l'université, combien de temps il faut pour se forger une très bonne réputation dans les affaires, mais à quel point il est facile et rapide de la perdre. Mais comme tout bon milliardaire, Henry Kravis diversifie ses activités et sa fortune. En plus de siéger à de nombreux conseils à but non lucratif et organisations philanthropiques, il développe son propre portefeuille de start-up. Il comprend déjà des participations dans pas moins de 25 startups axées sur la technologie, dans des domaines allant de la crypto au marché de prédiction, en passant par les applications de livraison et de restauration. Il a même embauché un capital risqueur à temps plein pour l'aider à repérer des startups et à gérer son portefeuille en pleine croissance. En mars 2022, KKR gérait 480 milliards de dollars d'actifs. Leurs entreprises en portefeuille génèrent 265 milliards de revenus et emploient une main-d'œuvre mondiale de 819 000 personnes. Si vous parcourez le portefeuille de KKR, vous réalisez quel monstre colossal Henry Kravis a pu co-créer, et grâce à la psyché de Bateman, certains d'entre nous, dans la communauté Kevin John, atteindront aussi de tels sommets au cours de notre vie. Je ne saurais trop insister là-dessus, même si ce n'est pas ce que vous attendez. Je sais que vous espérez. Quelle est la formule magique pour lancer le prochain KKR? Mais il n'y en a pas. Il faut simplement être bien éduqué, ouvert d'esprit et éviter l'étroitesse d'esprit, sinon vous n'y arriverez pas. Vous ne serez pas le plus utile si vous êtes trop étroit d'esprit.